Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de participer à cette première table ronde consacrée au paysage productif. On a choisi de consacrer une série de 3 tables rondes à ce thème, dans la mesure où différents projets européens ont cherché à développer cette notion de paysage productif. Alors, c'est quoi justement ces paysages productifs? Les paysages productifs, eh bien, ils vont au-delà de l'idée de nature et de paysage ornemental. Ils cherchent à activer la ressource naturelle, agricole ou paysagère dans une logique environnementale et productive. Ils ouvrent le patrimoine naturel à de nouveaux usages, ils créent des parcs, des terrasses productives pour tester et expérimenter des solutions pour le territoire ou la ville autosuffisante. Ils développent des approches écosystémiques et des démarches d'économie circulaire, avec des stratégies de récupération des eaux de pluie, d'utilisation de matériaux locaux, de promotion des circuits courts, ou encore de production d'électricité, de recyclage de l'énergie utilisée. Les paysages productifs, ils ouvrent des réflexions sur l'urbanisation des campagnes, et des lisières et le développement de projets à même de dépasser les oppositions binaires. Ville-paysage, ville-nature, ville-rurale, centre-périphérie, minéral-végétal, préservation, densification, biodiversité, densité, on pourrait comme ça multiplier en fait toute une série d'oppositions que cherchent justement à dépasser les paysages politiques. Ils pensent les campagnes urbaines et inventent de nouvelles formes d'habiter. Ils ouvrent une période féconde pour transformer les relations que les villes et les territoires entretiennent avec la nature et le vivant en général. Alors, on a eu de nombreux projets de paysages productifs qui, en fait, se sont développés sur des sites comme l'agglomération du Pays de Dreux, un territoire périurbain et rural dominé par une agriculture extensive. L'agglomération, elle réfléchit à une meilleure intégration urbaine et paysagère et à un aménagement plus vertueux de ces zones d'activité pour en faire de nouveaux espaces productifs davantage ancrés dans le territoire et moteurs de la transition écologique. Sur le pays de Saint-Omer, certains projets nous ont invités à une autre lecture de la ressource liée à la présence de l'eau. Et sur le site de Rochefort-Océan, des projets se sont interrogés sur la Charente comme fleuve productif, la présence du marais et la possibilité de faire ville malgré en fait, les risques d'inondation, avec l'objectif de dépasser les fonctions traditionnelles de l'eau, les fonctions agricoles, industrielles, commerciales ou encore touristiques, et en faire en fait un vecteur de continuité urbaine et paysagère et le ferment d'un projet culturel et de cohésion sociale et urbaine. Alors, pour discuter de cette problématique des paysages productifs, on a donc organisé cette première table ronde avec différents intervenants. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup. Intervenant Christophe Molin, donc directeur de l'agence d'urbanisme du pays de Saint-Omer Flandre intérieure. Léa Hommage, qui est paysagiste associée et responsable de l'agence LALU. Et puis des représentants des différentes équipes lauréates mentionnées d'Europon, avec donc le projet lauréat du Pays de Dreux, urbanisme agricole, et donc son représentant Jules Goffny. On a aussi le projet 9 lieux jusqu'à la mer, donc le projet mentionné de Saint-Omer, avec Mathieu Labeille, et puis le projet Be Kind Rewild, le projet mention spéciale de Rochefort-Océan, avec comme représentant donc Olivier Dolphy. Donc pour ma première question, je me tourne vers Léa Hommage avec cette question: comment est-ce que du coup en s'inspirant de cette notion de paysage productif, comment est-ce qu'on peut bâtir les villes et les territoires par la nature et avec le vivant? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors c'est une vaste question qui, je crois, traverse les époques depuis que l'homme est sédentaire et qui s'installe quelque part. Donc peut-être que la première réponse, c'est de dire que l'art de bâtir les villes a toujours eu à faire avec la prise en charge d'une géographie, d'un territoire, d'un site. Et c'est toujours établi finalement dans une dialectique entre un rapport de service rendu finalement par la nature aux installations humaines et un rapport de défense, de mise en protection vis-à-vis de ce que ça peut aussi représenter comme risque. J'ai l'impression, moi, que la question qui se pose aujourd'hui, peut-être de manière plus prégnante, c'est plutôt celle de la préservation des ressources, au sens des ressources universelles, l'air, l'eau, le sol, qui me semble être une notion
transversal et absolument fondamental aujourd'hui, le végétal, et que finalement ça nous invite peut-être à penser la nature et le vivant non pas seulement comme dans leur fonction compensatrice ou d'accompagnement, qui sont des choses très sollicitées aujourd'hui. Comment on fait pour compenser, intégrer, accompagner par le vivant et par la nature le projet, mais comment on met ces notions finalement au centre même du projet, euh, et comment on en fait projet à part entière. Et je crois que ça demande de réfléchir aussi à la question des échelles de réponse. Euh, Comment on est aujourd'hui, comment est-ce qu'on est capable de proposer des projets qui soient à l'échelle de la question posée, euh, et quelles sont les modalités de réponse en fonction des échelles qu'on interroge, quoi. Donc voilà, moi je réouvrirai quand même sur un peu sur ces notions-là, sur finalement une certaine, enfin voilà, éviter d'être uniquement dans des registres de compensation, mettre cette question-là au centre du projet, euh, et réfléchir à la bonne échelle ou aux Ok, bonnes échelles. merci beaucoup. Euh, du coup, monsieur Christophe Molin, vous vous retrouvez dans justement cette idée de remettre à un moment donné la nature, le vivant au cœur du projet, et de réfléchir justement aussi à ces questions d'échelle. Est-ce que ça fait écho par rapport, vous, à vos réflexions? Ça fait complètement écho, effectivement, et notamment par rapport aux questions qu'on s'est posées sur le site de Saint-Omer. Le premier point qu'a abordé là, c'est la question de traverser les époques. Et effectivement, moi, je m'appuie là-dessus en disant, à un moment donné, pour pouvoir bâtir ces villes à partir de la nature et du vivant, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire des territoires. Et si on prend Saint-Omer, il y a une première histoire qui est la fondation de Saint-Omer, avec un pouvoir religieux, mais également la création d'une économie de maraîchage qui est complètement liée à l'eau. On a ensuite la révolution industrielle qui arrive. Avec la révolution industrielle, c'est la question du transport des marchandises via le canal, donc via l'eau, qui permet de créer cette industrie de verrerie et de papeterie sur le territoire. Donc on entre, pour moi, aujourd'hui dans une nouvelle époque de transformation sociétale où il faut se réappuyer sur cette ressource, l'eau, pour refaire projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, on a parlé également de la question des ressources naturelles ou l'économie circulaire. Il me semble que cet enjeu du paysage, il permet également de produire du sens sur un territoire et puis d'inviter à quelque chose de plus sensible, d'inviter aussi à la rêverie. Et puis le dernier point qu'a évoqué Léa, c'est la question de la bonne échelle. Et très régulièrement, quand on mène un projet urbain, on est figé dans une limite d'un territoire de projet ou figé dans une limite administrative. Et le paysage est fort, c'est qu'il y a plein de limites. Et il réinvente complètement la manière dont on va pouvoir poser les questions de projet. Très bien. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais me tourner vis-à-vis des représentants des différentes équipes. Donc les équipes des projets donc urbanisme agricole, 9 lieux jusqu'à la mer et Beacon Rewild. L'idée c'est que vous nous présentiez vos projets, que vous essayiez en fait aussi de faire écho à ces formes de réponse, hein, notamment sur la question des échelles, pardon, ça peut être extrêmement intéressant. Et peut-être aussi répondre à cette question un peu plus précise, c'est comment est-ce que vous avez traité en fait le modèle d'espace productif pour les campagnes urbaines. Comment est-ce que vous avez travaillé cette notion plus particulièrement? On va peut-être commencer par le projet lauréat du Pays de Dreux, donc urbanisme agricole, et Jules Goffny. Du coup, si vous pouvez nous présenter plus en détail votre projet et essayer de faire écho justement à cette première discussion. D'accord. Concernant notre projet, c'est l'agriculture qui fabrique le paysage. Et on souhaite que l'agriculture redevienne synonyme de biodiversité. Ce qui est plus le cas en ce qui concerne l'agriculture industrielle. Aujourd'hui, les oiseaux se réfugient dans les zones urbanisées pour se nourrir. Notre projet, c'est de reconstituer un paysage agricole au service de l'alimentation locale, mais aussi au profit de la biodiversité. Les papillons, les oiseaux et les humains, on a les mêmes intérêts.
Le sujet, c'est donc de re-questionner le zonage issu de la planification côtière des années 50 et alors d'envisager l'urbanisation rurale dans une logique d'échange avec son paysage agricole. Donc, nous, Frank Lloyd Wright et Broadacre City nous ont évidemment inspirés, mais notre travail s'est principalement appuyé sur celui de l'agence La Fabrique des frères Janin. On a réinterprété leur principe de parc agricole sur les marges des communes sur lesquelles on travaillait, Tremblay-les-Villages et Saint-Louis-des-Jonchets. Le parc agricole, c'est un espace à vocation productive, mais il peut être traversé un espace public et de loisirs et de promenade. C'est après avoir déterminé les limites paysagères de ce nouvel espace agricole qu'on s'est interrogé sur la manière de le bâtir. Donc, comme je l'ai dit, l'espace productif qu'on imagine, c'est d'abord un espace de production agricole. C'est l'opportunité de traiter du rapport entre le village et sa production nourricière et d'installer une agriculture périurbaine saine qui alimente la commune. Au sein de l'agricole, les emprises foncières restent libres pour accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités. Ces emprises foncières ponctuent l'espace cultivé et créent un réseau d'îlots autonomes. Donc, on a imaginé de nouvelles procédures qui permettent aux collectivités de mettre en place ces paysages. Il s'agit seulement de dessiner des zones à urbaniser, mais qui, pour le coup, intègrent la question de l'alimentation et donc de l'agriculture. Donc, ces procédures impliquent qu'on cesse de déléguer aux seules institutions agricoles la question de l'agriculture. Donc, l'agriculture, au même titre que la construction, concerne notre cadre de vie et sont des sujets dont la collectivité doit s'emparer. Et puis, on a aussi en tête l'idée que cette organisation du territoire permettra de mettre à distance l'agriculture industrielle et ses pesticides des zones d'habitation. Et là, on est sur un sujet qui est assez sensible. Ok. Voilà. Donc, merci. Alors, je me tourne vers Olivier Dolphus, qui est le représentant du projet Be Kind Rewild à Rochefort-Océan. Donc, du coup, comment est-ce que vous avez traité cette question de ce modèle d'espace productif pour les campagnes urbaines? Alors, nous, on s'est un peu gardé justement de ces catégories-là, pour être honnête, parce que en fait, on a eu du mal à établir ce que ça recouvre, espace productif, dans le sens où, pour nous, un espace qui intègre ou qui est en condition d'être habité, finalement, est nécessairement un espace productif, parce qu'on produit, on peut produire des biens, on peut produire des vivres, effectivement, de l'agriculture, etc. On peut aussi produire du service, on produit du lien, on produit, voilà. Donc pour nous, c'était plutôt la notion d'espace habité. Et donc, on a plutôt axé notre projet sur la manière dont on va mettre en place les conditions, notamment sur les épaisseurs riveraines de Rochefort, en fonction des aléas auxquels ces espaces sont exposés, pour qu'ils redeviennent habitables ou qu'ils puissent accueillir des pratiques habitantes ou pas, d'ailleurs. Voilà. Donc tout l'enjeu pour nous, ça a été plutôt de faire un projet qui vise une condition plutôt qu'un modèle, voilà, et donc d'être dans une logique plutôt d'imaginer des outils dynamiques qui permettent à ce territoire finalement d'évoluer, de se réinventer en fonction de l'évolution justement de son exposition au risque, que ce soit l'aléa, c'est-à-dire un risque ponctuel, ou que ce soit un risque plus pérenne qui est lié au réchauffement climatique et à la montée des eaux. Donc finalement, on part d'un constat que jusqu'à l'ère pré-industrielle, ce territoire, il réunissait un certain nombre de conditions qui avaient été mises en place par l'homme pour pouvoir habiter et ou produire sur ces territoires, en permettant que finalement l'exposition au risque soit absorbée par eux et qu'il y ait une corrélation entre la structuration de ces territoires-là,
l'équilibre du milieu, la pratique anthropique de ces espaces-là, et puis l'exposition, donc l'exposition aux fluctuations qui sont liées à sa proximité riveraine et à la mer. Voilà. Donc partant de ce constat-là, on fait aussi le constat finalement opposé que après l'ère industrielle, les logiques productives changent et donc on commence à aménager ces territoires en contradiction justement avec avec ces déterminants du milieu. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qui les rend très vulnérables. Donc, stratégiquement, on commence par dire, finalement, ces ruptures et ces discontinuités, on va essayer de les résoudre. On va essayer de rétablir un maillage, que ce soit des infrastructures de canaux, que ce soit des liaisons entre différents établissements urbains, ou que ce soit les continuités paysagères qui ont été éventuellement rompues par l'apparition de différentes infrastructures, etc. Donc ça nous permet finalement de dire que c'est un préalable finalement à ce qu'on puisse réinvestir ces épaisseurs-là en termes de projet. Voilà. Donc après, comment on fait finalement pour dire que ces espaces, ces épaisseurs riveraines sont exposées, mais en même temps qu'elles doivent rester praticables, habitables. Donc on a mis en place finalement une espèce d'urbanisme prospectif, pas tout à fait un urbanisme tactique, mais voilà, plutôt un urbanisme prospectif au sens justement dynamique du terme, en disant voilà, il y a différentes typologies d'urbanisme, il y a différentes manières d'occuper un territoire en fonction du niveau d'exposition au risque, puisqu'on ne perd jamais ce fil rouge. Donc on est parti sur l'idée d'un urbanisme forain, urbanisme éphémère, qui est le niveau le plus exposé et qui finalement est le degré de dynamique le plus important finalement pour que ces territoires soient en condition d'être habités. Et puis un peu plus haut, si on prend comme référence les niveaux de montée des eaux, on est sur un urbanisme mutable, c'est-à-dire peut-être sur des termes un peu plus longs, mais où finalement c'est la programmation et l'affectation des sols et du bâti et des pratiques qui fait que finalement cet espace va devenir habitable. Et puis un peu plus haut, un urbanisme structurant qui lui en fait est le niveau le moins exposé et qui a finalement aussi pour fonction de s'inscrire dans une pérennité, dans une permanence, qui permet à la ville de Rochefort de fixer ses limites sur le temps long et d'assumer que finalement c'est en amont finalement de cette cote-là, qui est une cote théorique, hein, comme tous les modèles finalement. Ça reste dépassable, mais en tout cas, voilà, il faut bien se fixer sur un niveau que la ville va se développer en amont de cette cote-là et donc sur elle-même. Donc ça oblige aussi à rentrer dans des logiques de projet qui sont d'identifier des opportunités de développement à l'intérieur de la ville. Et donc on est de manière fractale encore sur une logique de mise en place de conditions, parce que finalement, il va falloir préparer l'espace public, préparer les sols de la ville à fabriquer finalement ces opportunités et à en réenchanter un tout petit peu ce qui aujourd'hui, dans le cas précis de Rochefort, est quand même assez problématique en termes de délaissés urbains, de gestion des mobilités, etc., etc. Et donc, cette idée que finalement la ville n'a pas d'autre choix que de développer ses vacances à l'intérieur de ses limites structurantes, finalement, ça permet aussi de se projeter dans des logiques de projet, de réenchantement, de requalification et de réactivation de ces espaces-là. Merci pour la présentation de ce projet qui est extrêmement riche. Donc, vous avez dit beaucoup de choses. Juste, j'essaye une micro-synthèse des différentes propositions que vous avez pu nous faire. Si j'ai bien compris, en tout cas, il y a une idée qui me semble assez intéressante dans le cas de l'urbanisme agricole, c'est bien cette idée de penser des espaces productifs, et notamment les espaces agricoles, qui soient eux-mêmes productifs de biodiversité, qui permettent cette reproduction du vivant. Et vous êtes quand même vous développez cette idée
qu'à un moment donné, ces espaces productifs doivent devenir les espaces qui permettent à un territoire de s'adapter, d'être davantage résilient, avec derrière des principes autour de l'urbanisme pratique ou transitoire. Je me tourne maintenant vers Mathieu Labeille, donc, qui est donc le représentant du projet mentionné de Saint-Omer, donc le projet 9 lieux jusqu'à la mer. D'accord. Donc je dirais que nous, notre équipe, avons reformulé la question autant que nous avons fait un pas de côté. Et donc, dans le cas de notre projet de Saint-Omer, 9 lieux jusqu'à la mer, je pense que cette question doit prendre un sens un peu différent. En priorité, nous n'avons pas cherché à comprendre ce que les campagnes urbaines en tant que milieu pouvaient produire au sens littéral du terme. Nous sommes plutôt demandé, en réalité, de quelle singularité le territoire était le creuset. Et à Saint-Omer et dans l'Audomarois, l'eau, en fait, quand on regarde, elle est productrice d'une sorte d'art du territoire qui est très très riche. Et c'est là-dessus que nous avons appuyé notre propos. Art de vivre dans et avec le paysage, art d'une certaine forme de parcours lié au marais, et c'est tout ça que nous avons mobilisé dans notre projet. Et pour cette raison, et comme le montre cette carte essentielle qui était jointe au texte de présentation du projet, nous avons souhaité faire des sites donnés au concours, des 4 autres sites que nous avons ajoutés et de leurs liens, une sorte de riche et belle déambulation dans le territoire de l'Audomarois, de l'amont à l'aval, sur une trentaine de kilomètres, qui serait praticable aussi bien par les promeneurs habitants que par ceux de passage, et qui serait complémentaire des grands itinéraires qui le traversent aujourd'hui. Cette espèce de figure en archipel pourrait sembler n'avoir qu'une sorte de dimension poétique, ne produire qu'une nouvelle image mentale du territoire. Or, pour nous, elle constitue vraiment une stratégie opérationnelle, pensée à une très vaste échelle, et on rejoint la question qui a été doublement posée par Léa et par Christophe tout à l'heure, qui se déploierait dans l'espace et dans le temps. En fait, s'agissant des sites, nous misons sur une sorte de caractère représentatif et reproductible de ces sortes de séquences décisives choisies que nous avons repérées et augmentées, mais aussi sur une sorte de pouvoir amplificateur d'une mise en relation physique immédiate de ces situations entre elles. Donc maintenant, l'image suivante. À partir de cette première intuition et de la méthode retenue, pour en assurer justement cette dimension opérationnelle, et c'est une certaine réalité du projet, nous avons développé le projet à travers une recherche au long cours et un dialogue permanent entre les membres de l'équipe, que nous n'avons pas souhaité intégrer au rendu final, de façon à ce que celui-ci ait plus de force, et dont vous voyez ici la trace. Cette recherche multiforme, qui comprend plusieurs centaines de pages, par laquelle nous avons cherché vraiment à mobiliser des ressources du territoire, géographiques, hydrographiques, environnementales, historiques, culturelles, géologiques, mais économiques et aussi bien économiques, nous a permis de bien comprendre les 5 sites donnés au concours, de mieux les relier entre eux et de les mettre en résonance avec une certaine culture paysagère qui est en fait le cœur de notre sujet. Cette démarche, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous a permis de confirmer 2 de nos intuitions initiales et de nous donner les 2 outils principaux du projet, à savoir la marche et le paysage. Nous avons en premier lieu identifié le paysage comme une espèce de condition première de toute forme de production, qu'elle soit récréative, agricole, environnementale ou urbaine, mais aussi comme une sorte de condition de réconciliation entre la ville et la nature et d'une poursuite de l'évolution pertinente des sites, notamment grâce à l'histoire du territoire. Et on a été notamment très attentif à la qualité des projets en cours et des projets qui étaient déjà lancés. Et je le disais, donc, nous avons aussi identifié la marche, la marchabilité, la praticabilité, la possibilité de déambuler dans le territoire comme une chose très très importante. D'abord comme un indicateur fort du bien vivre en ville et à la campagne, et c'est d'autant plus important aujourd'hui, on le sait. Vous parliez tout à l'heure de la vacance à proximité de chez soi, et là on est totalement dans ce sujet-là. Il faut pouvoir trouver une forme de réconfort de vie autre à proximité immédiate de chez soi, mais aussi comme un moteur essentiel d'un changement de regard. Et ça, la marche le fait très bien, en vue d'une transformation profonde des sites, mais qui ne se fasse pas uniquement par le projet physique, qui est une composante essentielle, mais aussi
par la rêverie, par l'imaginaire et par la vie vécue directement. Dernière image, là on vous montre le support principal de notre projet, qui sont les 3 panneaux de concours rendus en juillet dernier. On y retrouve 9 images et autant de textes qui permettent de donner à voir et à comprendre le parcours imaginé et les transformations paysagères fortes, singulières, spécifiques, qui sont associées à chacun des 9 lieux. Comme on le voit sur ces planches, ils sont révélés les différents visages de l'eau, de l'activité humaine dans le territoire, qu'elle soit agricole, industrielle, urbaine ou de loisirs, et du végétal dans toute sa diversité et toute sa richesse. Si on le parcourt en détail, un tel document nous parle aussi du temps, et on a souhaité esquisser une pensée du projet, une déclinaison du projet en 3 horizons temporels très précis. D'abord une stratégie de court terme, au sein de laquelle il s'agirait de reconstituer une sorte de récit du territoire, lancer une démarche volontariste très positive de type peut-être biennale de parcours paysager du territoire, par exemple. Et puis, évidemment, de commencer à faire exister ce grand chemin de l'eau de l'amont à l'aval que l'on propose, qui permettrait la révélation des 9 lieux par la mise en place d'une promenade paysagère et urbaine. Ce serait aussi l'occasion, évidemment, de réexaminer les projets en cours à l'aune de cette nouvelle grande idée fondatrice pour le territoire. Puis, à moyen terme, on accompagnerait, les promenades accompagneraient une transformation de ces séquences décisives et de ces 9 lieux, pour à long terme avoir une figure qui soit complètement activée et qui puisse se déployer au-delà des 9 lieux et de ce système pensé, avec la transformation d'autres sites, étayée par cette espèce d'expérience fondatrice initiale qui donnerait tout son relief au territoire. Ok. Donc merci pour vos différentes présentations. J'aimerais bien en fait vous poser une dernière question, qui est un peu une question prospective, dans la mesure où en fait Europan va changer de thème prochainement et on va travailler sur la question des villes vivantes. Et du coup, j'aimerais bien vous interroger sur cette question du biomimétisme, qui est en fait une discipline qui cherche en fait à s'inspirer des principes du vivant pour penser l'avenir de nos sociétés, l'avenir de nos productions industrielles. Il y a tout un champ de réflexion qui concerne justement l'architecture et l'urbanisme, avec peut-être la possibilité de créer des architectures biomimétiques ou des villes biomimétiques. Donc voilà, ma question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que vous avez entendu parler de cette discipline de biomimétisme et comment ça peut vous inspirer dans vos pratiques futures d'architecte, d'urbaniste ou encore de paysagiste. La question du mimétisme me cause pas beaucoup. Mais par contre, ce que je trouve d'enthousiasmant peut-être dans ces réflexions, c'est par exemple de se poser la question de la ville et de l'architecture comme milieu potentiel, et donc considérer que voilà, la façade sud d'un bâtiment c'est un adret, et sa façade nord un UBAC, qu'il y a des strates dans la ville qui invitent à des réflexions sur la place du vivant différente. Voilà, ça je trouve ça assez enthousiasmant de se poser cette question du milieu, donc de l'eau, de l'orientation, de la perspiration, etc. Et je pense que c'est potentiellement un levier d'invention formelle assez intéressante, de travail sur la mode des natures. Enfin, je pense beaucoup à la question de l'eau et du bâti, par exemple, parce que c'est une question qui traverse nos pratiques. Voilà, donc dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant. Après. Okay. D'autres remarques par rapport à la question du biomimétisme? Moi, j'aurais envie de rebondir sur ce que vient de dire Léa et ce qu'elle a dit au préalable sur les logiques, le dépassement des logiques de compensation. Et puis cette question, finalement, ce que je trouve un peu étrange dans cette notion du biomimétisme, qui encore une fois recouvre tout un tas de choses qui sont très, très peu définies. Enfin, il suffit de s'amuser à faire une recherche biomimétisme sur le net pour tomber sur vraiment tout et tout. Et des choses très opposées. Mais la notion de mimétisme, une notion un peu étrange parce que pour moi, elle implique de se placer à côté d'eux et de faire pareil ou d'essayer de reproduire. Et là, en l'occurrence, un milieu, le vivant, etc. Alors que finalement, peut-être que l'enjeu,
c'est un peu ce que soulevait Léa à l'instant, c'est plutôt d'être dans, de se positionner dans et d'interagir avec, quoi. Et donc cette question effectivement des orientations, cette question du rapport au sol, de son épaisseur, de ses perméabilités, la question effectivement de la place du vivant humain et non humain, parce que finalement ville vivante c'est pareil, c'est une grande catégorie mais qui est nécessaire, qu'on a besoin de faire parce qu'à un moment il faut quand même ouvrir le champ et qu'elle soit suffisamment vaste pour accueillir le plus de propositions possible, mais mais, euh, mais qu'est-ce que ça recouvre parce que le vivant, c'est aussi les gens, c'est aussi leurs pratiques, c'est aussi l'interaction qu'ils ont entre eux et avec les milieux urbains et le non-vivant. Donc cette question de strate que soulevait Léa, là, je trouve elle est aussi intéressante, mais du coup, ça re-questionne quand même complètement ce terme de biomimétisme, quoi, qui recouvre aussi une dimension technique, plus en une dimension technique, euh, autour de laquelle ça vaudrait le coup de réfléchir, notamment sur la question des économies de moyens, etc., qui sont quand même des questions transverses et assez contemporaines. Voilà. Ok, très bien, merci. Une dernière remarque, peut-être une dernière remarque sur la question du biomimétisme. Moi, peut-être une réaction, alors elle sera peut-être un peu actée, mais en tout cas, c'est notamment la réaction de Léa qui m'a fait penser à ça tout de suite, puisqu'on posait la question à une paysagiste sur peut-être un sujet qui apparaît peut-être comme un sujet d'architecte. Et je me dis que ça peut peut-être être l'occasion de travailler différemment. On a souvent dit, dans le maître d'ouvrage, hein, l'architecture, c'est le bâti, c'est les architectes, et les paysagistes, ils vont s'occuper de l'environnement, etc. Que peut-être que dans leurs compétences, l'un à l'autre, de faire travailler ensemble différemment sur des sujets qui mêlent à la fois le bâti et son environnement, ça peut apporter quelque chose d'assez intéressant. Merci. Peut-être une ultime remarque de, je sais pas, l'un des deux, Jules Goffny ou Mathieu Labeille, sauf si tous les deux vous avez une. Oui, moi je pensais à quelque chose en fait. Je pensais peut-être vous parler plutôt d'un architecte qui fait du paysage, pas d'un paysagiste qui fait de l'architecture. En fait, c'est intéressant cette notion de biomimétisme parce que c'est un peu à rebours et à l'inverse en général de ce qu'on pense être le corps du sujet du paysage, en l'occurrence le site et le territoire. Mais il y a un mot, moi, qui me paraissait intéressant dans votre courte question. Alors, je l'avais noté sur le programme qui nous avait été transmis, c'est le mot d'autogénération. Et je pense que ce terme-là, ce concept-là, il peut être intéressant dans certaines situations un peu extrêmes. Et je pensais au projet de Georges Descombes pour les berges de l'Air. Je ne sais pas si vous voyez ce projet, qui est un très beau projet où on a laissé l'eau en fait fabriquer elle-même son paysage au travers d'une sorte de matrice de gros andins de terre qu'on avait fabriqués. Et en fait, dans ce cas-là, oui, parce que le site avait un caractère extrêmement malmené, je pense que un espèce de biomimétisme, mais qu'on finit par trouver par des détours, peut avoir du sens. Et cette autogénération peut fonctionner. Mais c'est un cas un peu particulier. ouais, Oui. Formellement, le projet de Descombes, c'est pas un projet qui est mimétique. Il remet en place un système. Non, en fait, et il génère, et il active finalement la fonction et la capacité de l'eau à générer ce paysage. Et c'est ça qui est passionnant. Mais formellement, il n'est pas dans le mimétisme. À la base, la trame proposée. Le terme biomimétique et que je m'accrochais au terme autogénération, je comprends. qui lui me paraît beaucoup plus intéressant. Je suis d'accord. En termes de moteur de projet, en tant que moteur de projet. Donc, ok, donc je vois, j'aperçois une forme de critique, en tout cas, vis-à-vis du terme de mimétisme, qui consisterait en fait à copier un peu de manière servile les principes du vivant, mais certainement d'autres choses, et la notion d'autorégénération peut certainement apporter des autres. Jules, petite remarque sur cette question du biomimétisme. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou, Je vais prendre un peu la casquette de l'architecte et parler de ce qu'on a dessiné, nous, pour le projet Europan. Donc, je ne sais pas si les projets qu'on dessine imitent des comportements déjà présents dans la nature. Et ce qui est sûr, c'est que chaque construction profite au maximum de son environnement dans sa construction et son fonctionnement.
Donc les logements doivent s'installer de manière bioclimatique. Ils sont largement vitrés pour profiter des apports solaires pour se chauffer, mais aussi pour bénéficier des vues sur le paysage. L'objectif aussi, c'est de ne pas abîmer les sols et de ne pas les imperméabiliser. C'est pourquoi chaque construction doit être détachée du sol, posée sur des technopieux. On a en tête que les bâtiments n'ont pas vocation à occuper le terrain éternellement. Le bâtiment durable n'a pas vocation à durer. Donc, l'ossature bois remplie de ouate de cellulose qui compose l'essentiel de la construction produiront des déchets biodégradables. C'est l'idée d'une construction soluble, bienveillante avec son contexte naturel. Et de la même façon, on inventera des solutions pour réduire l'impact des réseaux. La voirie automobile sera seulement enrochée. Si de l'enrobé est nécessaire, ce sera seulement pour les conforts des potentiels fauteuils roulants. Donc, voilà, c'était une manière de conclure. Très bien. Je retiens qu'il y a quand même pas mal de solutions qui sont envisageables pour penser à la suite de cette fabrique urbaine, territoriale et architecturale. Donc, merci beaucoup pour vos différentes interventions de cette première table ronde.